Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je m'appelle Stanislas Bourinet, je fais du méca design et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu comment je travaille expliquer les techniques que j'utilise pour faire le méca design. Donc le méca design, c'est quand même un travail qui est quand même assez particulier. Il n'y a pas beaucoup d'occasions d'en faire sur les productions. Et je vais vous expliquer un petit peu l'éventail de ce qu'on peut faire quand on fait du méca design. Donc c'est parti. Hop. Donc j'ai commencé à travailler au Japon à partir de 2003 sur un projet qui s'appelle Auban Star Racer, dont vous avez probablement entendu parler. Et je suis resté travailler là-bas pendant près de 15 ans. Donc je suis revenu en France il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, pour continuer de travailler avec le Japon, mais cette fois-ci depuis la France. Donc c'est une nouvelle expérience qui commence à partir de maintenant, mais j'essaye de garder mes contacts avec le Japon et surtout j'essaye de faire le même métier ici en France, qui n'est pas un pays de méca design. Jusqu'à présent ça se passe bien, mais je dois aller régulièrement au Japon pour réactiver un petit peu mes contacts et avoir du travail, puisque en France les occasions de faire du méca design sont assez rares. Donc plutôt qu'un grand discours, je vais vous passer une petite vidéo. Je vais parler par-dessus pour expliquer. Ah, ça coupe? Non, ça revient. Non, ça coupe. Ah, peut-être que... voilà, ça dépend de l'orientation. Et donc voilà, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est un petit montage qui a été fait à l'occasion d'un autre festival qui datait de 2015. Donc il y a des choses qui ne sont pas tout à fait à jour par rapport aux derniers travaux, mais ça résume globalement les projets sur lesquels j'ai pu bosser en méca design principalement. Alors il y a aussi du travail de décor. Parce qu'avant de faire du méca design au Japon, quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai surtout fait du décor dans un premier temps. Parce que le méca design est un travail important qu'on ne confie pas à n'importe qui et il fallait que je fasse un peu mes preuves. Donc au début, je suis arrivé pour travailler sur la série Auban Star Racer, où j'ai développé l'ensemble du méca design sur les vaisseaux de course des différents adversaires, ainsi que les décors. Ça a été un travail de longue haleine qui a duré 3 ans. Et à l'issue de ce travail, j'ai pu continuer à travailler dans des studios japonais. Donc j'ai travaillé sur la série Macross Frontier dans un premier temps. Bon, c'était pas la première chose que je faisais, mais c'est une des séries les plus emblématiques sur lesquelles j'ai travaillé au début pour faire les décors, retoucher les décors. Et donc là, les mechas ne sont pas mon fait, mais j'ai approché un petit peu les méthodologies de travail et à partir de la série Basquash, j'ai commencé à travailler sur du méca design pour développer les mechas secondaires et ainsi que la direction artistique des décors. C'était un gros projet où il y a eu un ensemble de Français qui sont venus au Japon pour venir travailler avec nous, pour nous aider. C'était très intéressant. Et donc sur ce projet, je me suis fait plaisir. C'était un petit peu le retour au méca design en travaillant sur une production 100% japonaise. Et j'ai pu développer des designs assez intéressants, assez fun. Donc c'était un chouette projet. C'est un projet qui a été initié par Thomas Romain. Et donc on se retrouvait à travailler de nouveau ensemble après avoir collaboré ensemble sur la série Auban Star Racer. Et c'était très agréable. Donc il y a eu beaucoup d'univers et de méca à développer pour ce projet. Ensuite, j'ai continué, alors en ayant fait mes preuves un peu sur Basquash, Monsieur Kahamoli a jugé intéressant, opportun, de me confier le design des ennemis dans la série Aquarion et Vol. Et donc, à l'issue d'un long processus en fait, de développement, j'ai fait le robot, un petit peu le robot emblématique ennemi qui affronte les aquarions dans la série. Ce robot ensuite a été décliné en différentes versions pour gagner du temps, parce que c'était assez compliqué de faire un modèle, donc on l'a décliné ensuite, et donc j'ai fait des variations. Et donc on peut voir l'une d'entre elles ici en blanc. Ensuite, j'ai enchaîné avec encore un peu plus de responsabilité sur la série AKB 0048, où cette fois-ci, j'avais la responsabilité de l'ensemble du méca design, c'est-à-dire des vaisseaux ennemis,
Et comme il y a des concerts, ce sont des vaisseaux où il y a des scènes de concerts. Et donc c'était un mélange entre du méca de décor, comme là on peut voir dans la salle de contrôle, où le design en fait était omniprésent, ainsi que le design des robots tels que les power suits qu'on voit qui décollent, ou le grand flying plate qu'utilisent les idoles en fait pour aller d'une planète à l'autre et dispenser leurs bonnes paroles, en tout cas leurs bons concerts. Et donc voilà. Et il y avait aussi ces espèces d'unités volantes, c'est des petites plates sur lesquelles sont les idoles qui se transformaient en robots comme ça. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler sur un projet avec des robots un peu plus dans un univers fantasy, un projet un peu étrange, Nobunaga the Fool. En gros, c'est l'Occident qui affronte l'Orient sur 2 planètes différentes. Donc une sorte de dystopie, comment dire, très avancée. et donc il y avait des robots géants qui étaient pilotés par des figures de l'histoire. Donc là on a Sangoku, ah bon c'est allé passer un peu vite. Et il y avait aussi Jeanne d'Arc et tout ça. D'autres robots, le projet M3 qui m'a permis de travailler sur des déclinaisons de robots avec un ensemble des cockpits, des choses comme ça. Et le gros projet pour moi qui a été Aquarion Logos, où j'ai fait le design du méca principal. C'était un peu un gros casse-tête chinois, puisqu'il fallait faire des robots qui s'assemblent entre eux pour devenir des machines fonctionnelles avec de multiples transformations. Donc ça m'a pris un temps fou, et je vais y revenir tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu le process de travail pour obtenir ça. Donc voilà, ça c'était un petit peu les derniers grands projets sur lesquels j'ai collaboré au Japon. Et depuis, j'ai continué à faire du design et des choses, mais je ne peux pas vous montrer, malheureusement, ma dernière production, parce que c'est des projets qui sont encore non révélés, tenus secrets. Donc, je n'ai pas le droit de vous les montrer, malheureusement. Mais j'espère, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, voilà, venir avec de nouvelles choses. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vous ai apporté tout un ensemble de documents visuels qui vont servir à étayer un petit peu mon propos. Et vous allez voir, il y a des choses que j'avais jamais sorties, voilà, spécialement pour vous. Donc, qu'est-ce que le mecha design? On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le mecha design, c'est un petit peu l'ensemble de tout ce qui est mécanique, mais vraiment c'est ça, hein, mecha design, c'est mécanique. Dans la production d'un dessin animé. Donc en général, on a les personnages, le décor, et puis quand on a des univers de science-fiction ou des univers avec du méca dedans, on a besoin d'un méca designer. Donc ça c'est mon travail, mais ça n'est pas essentiellement du robot. On associe souvent le méca design à un robot géant, mais non, en fait on peut faire des petits carrosses, on peut faire des voitures, on peut faire aussi des voitures plus contemporaines, et on peut faire évidemment des robots. Alors je passe la gamme des robots, on a des robots géants, on a des robots plus petit, donc là, en l'occurrence c'était un robot qui était dans Mollet the Pilots. Et on a aussi des objets. Ces objets en fait ne rentrent pas forcément dans la catégorie méca au sein de la production. On appelle ça souvent des props, c'est le mot qu'on utilise pour les objets. Alors pourquoi on les différencie? Tout simplement parce que ces objets, les personnages vont les tenir, ils vont être en contact avec eux. Et donc les animateurs vont devoir les dessiner. Donc ça va être animé non pas en 3D ou en plan fixe, mais animé vraiment en Genga. Et donc souvent ils doivent être plus simples, avec moins de traits, et des couleurs assez faciles à reproduire et à multiplier pour l'animation. Donc ça c'est les props, mais on peut aussi avoir des props un peu plus compliqués. Et puis on peut aussi faire du costume, ça peut arriver. Par exemple, là c'était dans Macross Frontier, la commande de départ c'était faire le casque de cette combinaison. Mais le casque va avec le reste du costume, et mon idée à moi, c'était que le casque est inclus dans tout un set en fait qui se déplie et sert à habiller le personnage. Donc j'ai fait un petit peu du costume design à l'occasion.
On peut aller aussi sur des personnages qui sont des personnages quasiment robotiques, avec des armures, des choses comme ça. Et donc on se rapproche tellement d'un mecha que finalement c'est du caractère design, mais c'est du mecha design aussi. Ça commence à être un peu gris, on ne sait plus trop où est-ce qu'on se trouve. On peut avoir des créatures qui sont entre mécaniques, semi-organiques. Alors là, elle est très mécanique, mais elle peut être beaucoup plus organique, voire végétale. On est dans des univers fantasy, donc on peut à peu près faire ce qu'on veut. Et là, on peut même aller jusqu'à la créature. Donc oui, c'est une créature. Je suis allé un peu trop loin. Ça n'est presque plus un mecha, mais il a tellement de carapace et de choses articulées que voilà, c'est presque un mecha. Mais bon, là c'est une créature. Excusez-moi, voilà, je déborde. Alors, il y a aussi... Ah, je suis allé trop loin. Attendez, je reviens. Hop, et voilà. Il y a aussi les décors. Les décors qui sont des décors mécaniques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par décor mécanique? C'est que, en général, un décor, on a quoi? Des arbres, le ciel, peut-être des rochers, des choses naturelles. Mais quand on est dans un décor complètement, comment dire, mécanique et designé, le meilleur exemple, en fait, ce sont les cockpits des vaisseaux. Ces cockpits, en fait, ils sont à l'intérieur d'un autre design de mecha. Donc là, en l'occurrence, ce sont les vaisseaux Draken 3 de Macross Delta, donc la dernière série en date. Et c'est M. Kawamori qui a lui-même designé l'avion en question, mais il n'a pas fait les cockpits. Donc pour lui, pour faire des plans à l'intérieur de l'avion, il lui fallait un cockpit et il m'a demandé de faire ces cockpits. Donc pour les faire, j'utilise son design, je me calque un peu sur la forme générale et ensuite on trouve un concept pour faire les cockpits. Alors ça peut être des cockpits, ça peut être aussi les centres de contrôle qu'on trouve dans des grands vaisseaux spatiaux et souvent on en a régulièrement en fait dans l'animation au Japon puisque on fait de la SF et c'est très pratique d'avoir le capitaine qui est là, qui est posé, et puis une équipe qui fait « Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Ah, attention, on va heurter un astéroïde !» Et donc on a plein de champs, contre-champs qui se passent à l'intérieur de cet espace qui est un décor, mais qui est un décor qui est tellement imbriqué à l'intérieur du vaisseau qu'il en devient lui-même un mecha. Et des fois même, il y a des parties mobiles. Et la boucle est bouclée, puisque là, en l'occurrence, c'était... Ah, attention, ça coupe, ça revient. C'était le pont du Macross Elysion dans Macross Delta, et ce que vous avez vu précédemment, c'était à l'intérieur de la tête du robot géant qui est un vaisseau. Alors là, voilà, on est reparti sur du robot. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, c'est du mecha. Et tout ça, il faut des designers pour le faire. Et donc c'était mon travail au Japon. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les techniques de travail. Donc, ça n'est pas l'aquarium qui fait le boulot, là c'est juste pour rigoler. C'est moi qui fais ces travails-là et j'ai développé un certain nombre de techniques pour essayer d'aller vite et travailler un petit peu dans le rythme qu'impose la production d'un dessin animé japonais. Donc, la première chose à faire, c'est la documentation. Quand on travaille en fait en design, que ce soit du mecha, du personnage, du décor, il faut bien se documenter. Alors, bon, j'ai fait juste une petite présentation comme ça, mais j'ai plusieurs choses en fait à dire au sujet de la documentation. Moi, personnellement, je me force à ne pas aller voir tous les sites de recueil de travaux d'artistes, les ArtStation, tous ces sites en fait où il y a énormément de choses passionnantes à regarder. Je suis le premier à adorer en fait regarder ce genre de trucs, mais faire ça avant d'aborder un projet, c'est le risque en fait de, même si c'est inconscient, de répéter quelque chose qu'on a vu et finalement de copier quelque chose juste parce qu'on a trouvé ça chouette. Moi, en général, je préfère repartir d'une base photographique, d'objets réalistes, enfin qui sont dans notre quotidien, des choses naturelles, pour concevoir en fait la base de mes idées sur du design. Et donc, j'évite absolument en fait d'utiliser une photo telle quelle, d'en extraire un bout pour faire une sorte de patchwork. Non, j'essaye plutôt comment dire, de réfléchir à ce que j'ai eu comme expérience quand je fais un design pour
faire mon design. Et après, une fois que j'ai conçu mon idée, si j'ai besoin d'éléments supplémentaires pour faire une présentation, donc là en l'occurrence, le design, c'est le robot que vous voyez ici. Et dans ma présentation, ce robot-là, je veux montrer qu'il est capable de porter un truc lourd. Donc comme on est dans un environnement réaliste, je prends un bateau qu'on connaît bien, il est lourd, c'est un gros bateau, et voilà. Et donc pour ça, j'ai besoin de documentation précise, et à ce moment-là, oui, je prends des photos et je les redessine, et je les redessine de manière très exacte. Mais par contre, pour mon design à moi, j'évite de trop copier. Bon, c'est un peu le mot d'ordre, et il faut avoir en tête les précédents projets. Par exemple, quand on commence à soumettre des designs en réunion, on a des réalisateurs qui peuvent nous dire « Ah, ça me fait penser à un Gundam, ça me fait penser à Evangelion ». Et il faut essayer de s'en écarter. L'idée, c'est pas de refaire tout le temps la même chose. Si on est des designers, c'est pour proposer quelque chose de nouveau. Alors, des fois, on se heurte aussi à un contre-mouvement si on propose des choses trop originales. Il faut trouver le juste milieu, donc c'est pas évident. La documentation. Alors, aujourd'hui, je vais surtout vous parler en fait du design méca avec les outils numériques. Ça fait quelques années en fait que je travaille exclusivement en digital, c'est-à-dire que du rough jusqu'au dessin final, tout se fait sur tablette graphique, en tout cas sur ordinateur. Alors pourquoi alors vous allez me dire, on n'est pas obligé et tout ça. Ça fait gagner un temps fou de faire ça, et ça permet de faire un éventail de choses très très important. Et l'idée, c'est que c'est toujours on travaille pour produire le design qui est le plus efficace pour le projet sur lequel on est. Donc on est au service du réalisateur, et on doit essayer de soumettre un maximum de très bonnes idées dans un temps souvent très court. Pour ça, il faut gagner du temps. Et on a des outils numériques qui nous permettent ça, de gagner du temps. Donc je vais vous expliquer un petit peu la méthode. Donc souvent, alors je fais quand même un petit croquis sur papier, parce que dans cette idée de gagner du temps, quand on veut jeter des choses très rapidement, l'outil numérique peut être aussi un défaut, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir mettre de la couleur tout de suite, et on perd du temps. Le papier, en crayon, un papier, on griffonne sur des tout petits formats, très rapidement, et ça permet de s'éclaircir les idées. On commence à poser des trucs, on réfléchit, on va vite, on fait plein de petits dessins, on se fait plaisir. Ça chauffe la main, ça chauffe la tête. Ensuite, on fixe son design. Donc là, à cette époque-là, je faisais encore mon premier jet sur papier. Depuis, je ne le fais plus. Je travaille directement en numérique, mais à cette époque-là, c'était encore sur papier. On commence à fixer un design en faisant des choix. Donc je fais ces choix, je dis voilà, mon design va être de telle forme. Je travaille avec différents angles de vue et je pose mon premier rough. Ensuite, donc là, je scanne mes dessins et je les remets sur la machine et je commence à travailler en numérique. Et je commence à faire mon premier rough avec déjà des indications de couleur, d'ombre, de lumière, pour aller très très vite et essayer d'avoir le maximum d'éléments qui vont me permettre ensuite de retoucher mon design. Et à cette étape-là, je peux déjà montrer le design au réalisateur et lui faire valider en fait les idées que j'ai eues. Et on va commencer à discuter pour voir comment améliorer les choses. Donc, le mecha design, c'est souvent du design qui est fonctionnel, avec des cockpits, des choses qui s'ouvrent. Il faut penser les différentes situations qui vont découler du design. Et donc là, en l'occurrence, comment les pilotes rentrent à l'intérieur de ce vaisseau, c'est une question qui peut se faire, surtout que l'échelle du robot, dans ce cas-là, est quand même pas trop énorme, donc ça ne va pas passer par une petite porte ou dans un petit espace qu'on pourra cacher après, il faut y penser dès le début. Donc tout ça, ça fait partie du fonctionnement, du raisonnement à avoir quand on fait du mecha design. Et donc là maintenant, je vais vous faire une sorte de petit décomposé de comment je travaille. Alors en général, une fois que j'ai fait mon rough, je refais un clean au trait. Bon là, le trait n'est pas trop clean, mais ça peut être beaucoup plus propre. Ça dépend des cas de figure, mais dans l'animation au Japon, en design, on n'est pas forcément obligé de cleaner à fond. C'est-à-dire que ça peut être... tout dépend de la finalité du design. Là, en l'occurrence, ça doit être modélisé en 3D à la fin. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un trait hyper propre pour que les animateurs puissent se caler dessus pour ensuite le redessiner.
Et comme ça doit être en 3D, je peux aussi avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus de traits dans mon design. Donc, la chose à faire quand on fait du clean, c'est de bien fermer sa forme. Bon, là, c'est pas le cas, mais il faut le faire, il faut que ce soit bien propre, ça va aider à gagner du temps après. Ensuite, tout simplement, je fais une sorte de base. Ouais, ça se voit un petit peu, oui. C'est très clair sur l'écran. Je fais une sorte de silhouette de base. Et quand je ne suis pas tout à fait sûr de mon design, des fois, j'enlève, je fais disparaître le trait pour garder juste la silhouette. Ça me permet des fois de rééquilibrer des volumes ou pour donner un petit peu plus de, de caractère à ma silhouette. Et après, je peux de nouveau corriger. Bon, là, je ne le fais pas à cette étape-là parce que c'est juste un remplissage technique qui va me servir de base en fait pour poser ma couleur. Par-dessus donc cette base, je pose la couleur. Et alors, à cette étape, quand je pose la couleur, je choisis toujours un nombre de couleurs assez limité. Pourquoi je fais ça? Alors, en général, ça oscille entre 3 et 4 couleurs, en incluant les gris, parce que souvent dans le design de méca, les parties mécaniques, pour plus de simplicité, on les fait un peu en gris, et on peut mettre l'accent sur d'autres parties un peu plus visibles. Alors pourquoi je fais ça? C'est que souvent les mechas en fait vont s'inscrire dans un décor, ils vont être en fond de personnages, et ces personnages ils vont déjà être très colorés. Souvent ça peut être très flamboyant, enfin, en tout cas il va y avoir beaucoup de couleurs dans mon plan. Donc si mon mecha il est hyper coloré avec plein de variations, ça va saturer l'image hyper vite. Surtout que ces mechas-là sont censés être, se promener un petit peu en troupe, donc on va en avoir partout, ça va être infernal à regarder si c'est couleur arc-en-ciel, enfin bon voilà, je vous imaginez. Donc on essaye de rester simple, 3-4 couleurs maximum, et l'autre intérêt que ça a, c'est que ça permet d'identifier très très vite un design. Souvent, en fait, en animation, les mechas peuvent se déplacer très très vite. Alors, c'est pas le cas de celui-là, hein, qui est plutôt un mecha assez lent, mais on peut avoir des mechas qui volent, par exemple des avions, des choses dans Macross. Et vous avez probablement vu ces séquences de dogfight, hein, un petit peu, où les mechas vont tellement vite qu'à certains moments, on voit plus rien. C'est-à-dire que on les voit juste quand ils sont en pause arrêtée comme ça, ils font tchang, ils se battent, et puis ils repartent hyper vite. Et donc là, on voit rien, quoi. Et c'est tellement rapide que finalement, ce qu'on voit, c'est un truc graphique coloré. Et donc c'est là que la couleur a de l'importance. Et c'est pour ça que souvent, on a des mechas qui sont le méchant est rouge, le gentil est blanc-bleu. Et ça permet de les faire se bastonner hyper vite sans qu'on perde qui est qui, quoi. Donc, simplicité dans les couleurs, de toute façon, ça sera toujours payant. Si à un moment donné, on a besoin de rajouter du détail, eh ben, on le fait juste pour le plan dont on a besoin, mais pas, on le fera après. Donc, au début, il vaut mieux faire simple. Ensuite, pour donner du volume à tout ça, je rajoute un niveau d'ombre en général. Et au final, pour terminer, je rajoute ce que j'appelle les reflets de lumière, les highlights. Donc c'est la technique un petit peu en animation, très simple, des couleurs de base, un niveau d'ombre, un niveau de lumière. Et ça suffit. À partir de là, mon design est terminé. Il peut servir à être produit, alors soit modélisé, soit dessiné. À partir de ce design, on n'a pas fini. Il faut le mettre en situation, il faut expliquer comment il fonctionne, les fonctionnalités, comment on rentre dans le cockpit. Et ensuite, il faut faire les détails techniques. Donc on a souvent, en plus de nos vues 3/4 face, 3/4 profil, des planches additionnelles qui doivent expliquer ce qu'on ne voit pas, ou des vues qui serviront pour la modélisation, pour faciliter la modélisation en 3D. Les cockpits, évidemment, qu'il faut designer. Et alors, je vais revenir un peu après sur ce cockpit, parce que il va y avoir des plans à faire avec ce cockpit. On va avoir des personnages qui vont être dedans. Donc là, je fais juste un petit intermède musical sur le graphisme, qui est une chose assez importante en fait dans le design, et qui peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc il y a nos amis les objets dynamiques, c'est une petite blague en fait pour parler des objets dynamiques qui sont dans Photoshop. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Photoshop.
ou l'utilise, il y a une fonctionnalité dans les calques qui s'appelle les objets dynamiques. Et c'est la fonctionnalité magique pour les designers qu'on est et qui aiment mettre des petits détails partout. Et voilà. Et donc, on utilise ça très souvent. Et c'est une technique qu'on a développée un peu en étant au Japon. Alors, Thomas Romain a pas mal tweeté de choses pour expliquer comment il s'en sert pour fabriquer des bâtiments, des lieux. Et c'est une technique qui est assez simple à mettre en œuvre quand on le fait étape par étape. Là, en l'occurrence, c'est une sorte de mandala qu'on m'avait demandé pour faire une porte dimensionnelle dans Aquarion Logos. Et donc, c'est du graphisme, parce que finalement, c'est juste une sorte de map à plat qui va servir au compositing à faire avec des effets tout autour pour être plaqué quelque part dans un ciel. Donc ça, c'est du graphisme pur, et ça, on peut avoir ça à faire aussi quand on fait du méca design, ou du design en général. Donc là, je vous ai fait un petit robot spécialement pour Zonetsu, je me suis amusé. Donc voilà, il est encore un peu rough, hein, mais c'est pour vous expliquer les parties où on peut trouver du graphisme. Donc évidemment, on a les logos, les emblèmes, les petites décorations qui viennent ponctuer un petit peu le design, hein, parce que mon robot, il est tout rouge là, et il y aurait peut-être des volumes un peu de couleurs qui seraient trop gros, et donc j'ai besoin un peu de rythmer tout ça avec autre chose que de la couleur. Et dans ces cas-là, le graphisme, c'est très très pratique. On peut mettre des logos, on peut mettre ce que j'appelle des markings. En fait, ce sont des petits textes, genre attention danger, ou ne montez pas là-dessus, ou des choses qu'on retrouve sur des sous-marins, des avions de chasse, un peu partout. Et donc on a ces petits textes qui viennent se plaquer comme des décalcos. Donc ça c'est déjà du graphisme. Ensuite, on a aussi de la typo. La typo, c'est tout ce qui est texte, ça fait partie des graphismes dont j'ai parlé. Et on a aussi ici les motifs graphiques dans le design. Alors ça, c'est aussi du graphisme, mais on va s'en servir pour transformer le design. Ça veut dire que ça va être des écrous, des petites trappes qui vont être sur des formes plates. On va faire juste des petites trappes, ou ce qu'on appelle des lignes de force, comme ça, qui vont circuler sur les volumes. On en a beaucoup dans Gundam, on en a dans ces animés-là. Souvent, ça permet un petit peu d'habiller des grandes surfaces un peu monotones. Voilà, on utilise ça, c'est des petits graphismes, et ça permet en fait de rapidement de donner un côté mécanique en fait à un objet. L'avantage des graphismes aussi, c'est qu'on peut les répéter. Par exemple, vous voyez en bas, il a des espèces d'aération sur les mollets. À la limite, c'est juste une sorte de bande qu'on répète 3 fois, et hop, ça nous fait un graphisme qui est un peu mécanique. Très pratique. Et là, en plus, je me suis dit, tiens, il lui manque un truc, une épée, ça serait pas mal. Alors, on peut peut-être utiliser cette technique du graphisme en fait pour lui faire une sorte d'épée. Alors, mon idée, je me suis dit, bon, je vais utiliser le 1, je vais faire un demi-crâne que je vais copier dans Photoshop pour faire un crâne complet, et je vais retaper un peu mon truc, et puis je vais faire un petit graphisme que je vais lui coller sur l'épaule. Ça sera l'équipe du Skull One, tu vois, un truc un peu cool et tout. Et parce que bon, il a un côté très techno, mais on va lui donner un peu plus un côté badass. Alors on va lui mettre un crâne, et puis je me suis dit, son épée, elle serait pas mal si justement elle était un peu en correspondance avec ce graphisme. Donc ok, je vais utiliser la même base, et je vais me faire une sorte de silhouette d'épée en noir, juste en noir. Donc très rapidement, vous voyez, c'est un peu dégueu, hein, ça dépasse sur les bords, c'est pas très propre, mais ça suffit. Et après, mon épée, pif pouf, je le mets dans un calque spécial dans Photoshop, je le passe en objet dynamique, astuce, gardez ça, notez ça dans les calepins et refaites à la maison, et je le mets en perspective. Alors, l'intérêt des objets dynamiques, c'est qu'ils conservent les indications de perspective. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi c'est intéressant, mais en tout cas, voilà, il est en perspective. Alors là, bon, en gros, elle est oblique, quoi, c'est pas vraiment en profondeur, on sent pas de profondeur, mais voilà. Et ensuite, je refais le trait tout autour, je remets des petits détails, et j'ai un nouveau design d'épée comme ça qui est sorti juste d'une silhouette en noir et blanc. Très pratique. On gagne du temps. Après, si le réalisateur n'aime pas trop mon épée parce qu'il trouve qu'il est trop badass, il voudrait un truc plus techno sharp, bon ok, j'ai pas trop passé de temps, on peut changer, c'est pas grave. Alors, voilà, par exemple, un autre exemple très pratique, les objets dynamiques, pour faire des choses en volume, de leur donner du volume et de l'épaisseur, quand ils sont plutôt relativement plats. Donc une épée, c'est parfait, on donne juste un petit peu d'épaisseur, c'est quand même pas épais, une épée.
Et là, j'ai une sorte de fusil un peu médiéval fantastique, beaucoup plus large, avec des parties rondes, des parties carrées, des parties obliques. Et donc, je commence par faire mon dessin de profil. Donc ça ressemble à un dessin technique tout bête. J'utilise les objets dynamiques et donc je le passe, je le déforme, je le mets en perspective grâce à ces objets dynamiques. Alors en général, les objets dynamiques, voilà comment ça se présente. Je vais faire un truc de ouf avec mon iPad, vous allez voir, ça va être magique. Voilà. En général, ça rentre en fait dans un cadre qu'on va déformer en perspective comme ça. On le voit ou pas? Ça y est, ça apparaît? Oui, c'est cool. C'est la première fois que je le fais, je suis hyper fier. Alors, voilà, en fait, vous avez le cadre qui est en haut. En gros, je l'ai refait en perspective dans Photoshop. Et ce cadre, en des objets dynamiques, je le copie derrière. Et donc, je vais avoir le même cadre qui va apparaître en perspective. Alors, c'est derrière, hein, on dit. Et voilà. Et donc, j'ai un petit peu, j'ai fabriqué une perspective à partir d'un objet plat. En le collant ensemble, eh ben, ça me donne déjà une sorte d'indication de volume. Alors, on revient, ok. Et ensuite, il me reste juste, alors juste, hein, c'est du boulot, hein, il faut faire le dessin et tout, il faut tout bien penser, mais finalement, il me reste juste un truc à faire, c'est de relier mes traits ici à... Il y a des icônes partout, c'est très pratique. Et de faire les sphères et comment ça s'appelle? Je ne sais plus, les cylindres. Hein. Je reprends mon français. Et donc, je finalise mon dessin et à la fin, j'obtiens ce dessin-là en rajoutant des détails et ainsi de suite. Et voilà, j'ai fait une vue de derrière de mon fusil avec des indications qu'on ne voyait pas en fait dans la première vue. Et si je fais ça en changeant la perspective, en la mettant dans l'autre sens, j'obtiens une vue de côté, j'obtiens une vue de derrière, j'obtiens une vue de face. Et donc je multiplie comme ça mes vues et je donne les indications qu'on n'a pas à un moment donné quand on a juste le profil d'un objet. Donc voilà, ça c'est une technique qu'on utilise souvent pour dessiner dans Photoshop, et Photoshop permet ça. Travailler ça à la main, c'est pas possible, ou alors il faut le faire de A à Z en fait. Donc il faut construire sa perspective, c'est vachement long. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est l'avantage de Photoshop. Alors maintenant je vais parler je vais continuer sur un autre dessin, par exemple un design de scorpion robot que je dois faire, et je vais vous montrer un petit peu les étapes. Donc on commence par faire de la documentation, on prend des photos, Google, Pinterest, tout ça c'est super, il ne faut pas hésiter à y aller pour prendre des vraies images qui existent, trouver des vraies références, il y a de très belles photos. Ces photos, on ne les exploitera pas. Alors, là, je vous les montre en conférence, c'est un peu limite. Normalement, je ne devrais pas avoir le droit. Ça reste entre nous. Hein. Et en fait, ces photos, on ne les exploite pas directement. C'est juste pour nous donner des idées de forme, trouver la bonne silhouette et que ce soit le plus naturaliste possible, en fait, le design. À partir de là, en général, je fais un petit croquis tout petit. Ce truc-là, il doit être gros comme ça, quoi. Donc c'est vraiment minuscule, même plus petit encore. Donc vous voyez, c'est un peu gras. Et j'essaye de commencer à matérialiser ma pose. Là, je reprends le dessin en numérique, en digital. Donc vous voyez, c'est assez crado. Et par-dessus, je commence à mettre des détails. Donc il y a des choses qui sont encore à affiner, j'ai pas tout fait. Je vais faire la queue. Donc la queue, ok, j'ai trouvé une chouette forme, ça m'a pris un petit peu de temps. On va par étapes. Maintenant, je vais faire les pinces. Alors pour faire les pinces, je vais réutiliser ma technique des objets dynamiques. Merci les objets dynamiques. Et voilà. Je fais ma pince de profil, et cette pince, elle va être assez compliquée parce qu'elle va être assez arrondie, il va y avoir beaucoup de courbes, donc il va falloir beaucoup la retravailler après. On continue, je place mes pinces dans le dessin, donc on les voit ici, et il y en a une là aussi, et je commence à les retravailler. Alors, la deuxième me convenait pas trop, parce que je me dis, ah, deux pinces fermées, c'est un peu tristoun, on va en faire une un peu ouverte, ça va être plus cool. Et donc, je continue. Alors là, j'en profite au passage pour faire les courbes sur la deuxième. Ici, ouais, je commence à faire des courbes et à structurer ma forme.
Et ensuite, je peaufine tout ça, je remets un peu au propre, et ça commence à se préciser. Je clean un peu mon dessin, et après on va le remplir, on va lui donner un peu. Alors là, j'ai déjà fait tout le travail, c'est-à-dire j'ai déjà indiqué des indications de lumière, il y a des différences de couleurs par zone, enfin j'ai tout mis d'un coup. Au bout d'un moment, on fait ça directement. Ensuite, je rajoute juste des notions de couleur pour dire voilà, là ça va briller, là ça sera lumineux, et on continue. Alors, bam, le client, il n'a pas aimé, on recommence, on change la pose. Alors, donc, il faut tout refaire, hein. C'est ça l'avantage. Et donc, je refais ma pose. Bon, je vous passe la pose, hein, on a déjà vu comment ça va se passer. Donc voilà, c'est le clean. À partir du clean, ça va être comme mon robot. Je me refais une base dans Photoshop, qui va être la silhouette. Je la remplis en couleur. Alors là, j'ai déjà mis des indications où il y a des variations, en fait, qui sont des variations dues à la lumière, des ombres. Je remets des lumières avec des couleurs, des markings, donc des petits motifs qui vont venir un petit peu comme des textures par-dessus, et puis les indications de lumière. Et à la fin, le truc important, si c'est du design, le rapport de taille. Et oui, parce que sans rapport de taille, mon scorpion, il est peut-être petit comme ça, et il fait pas du tout peur. Alors que là c'est un peu... ouais, ouais. Là, voilà, ça c'est du scorpion. Et donc voilà. Donc voilà, important, le rapport de taille, il faut surtout pas l'oublier. Dès qu'on fait un design, il faut préciser la taille. Et si on multiplie les vues, il faut toujours mettre un rapport de taille du personnage principal de la série, en l'occurrence, souvent qui utilise le design. À côté, ça permet de comprendre. Alors les rapports de taille, c'est tout le temps un petit peu difficile. Des fois, les réalisateurs veulent changer beaucoup la taille, on peut se tromper. Et donc on en discute, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment on travaille quand on utilise l'outil de l'image de synthèse. Donc, bon, là, vous avez un design de dirigeable que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui n'a pas été utilisé, donc j'ai le droit de l'utiliser en conférence, c'est magique, et voilà. Et donc j'en profite. Il n'y a pas de déchets. Donc j'utilise SketchUp, Blender et Brush. Alors en fait, c'est ZBrush, c'est une coquille. Alors, attendez, hop, Z, voilà. Et alors ZBrush, c'est tout récent, hein. Je ne suis pas du tout encore habitué, c'est un logiciel qui est assez difficile à prendre en main, mais qui donne des résultats tellement fabuleux que je pense qu'il faut s'y mettre. À la place, j'utilise un petit logiciel qui est rattaché qui s'appelle Sculptris, hein, qui est un logiciel qu'on peut utiliser librement, et je m'en sers en fait pour faire des espèces de bases un petit peu rough en 3D. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Donc, l'intérêt de l'image de synthèse. Il y a à mon avis, il y a plein d'intérêts, mais en tout cas, il y a 3 trucs intéressants. C'est que quand on fait du design, on a besoin d'avoir un nombre de vues très nombreux pour expliquer quelle forme a le design, souvent de profil, de face, de dos. Et pour des designs très complexes, si on les dessine de zéro, ça prend un temps monstrueux. Donc pour gagner du temps, c'est toujours intéressant d'avoir une sorte de base, même très simple, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très compliqué, mais une base en fait, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour avoir la perspective, surtout pour des objets qui sont très arrondis. Donc je vais y revenir tout à l'heure. L'autre intérêt, c'est la multiplication des objets, et donc les objets qui se répètent. Par exemple, bon, vous avez tous vu, hein, dans les dessins animés japonais, il y a les salles de classe. Il y en a une par dessin animé, on ne peut pas y couper. Et quand on fait des designs, eh ben, il faut la faire. Et les petites chaises, hein, qui ne sont pas tout à fait droites, vous voyez les petites chaises, si on les met comme ça, ben, les pieds ils ne sont pas pareils, c'est jamais droit. Donc il faut tout dessiner. Et ça, la 3D, merci quoi. On le fait une fois et après on les copie les chaises et on est tranquille avec les chaises. On peut aller un peu mieux travailler les murs. Voilà. Donc là c'est le cas. Une base 3D simple et ça me permet ensuite de travailler les détails. Donc vous allez voir le niveau en fait de détail de la 3D tout à l'heure. C'est assez comment dire. Ça fixe le volume mais c'est assez rudimentaire. Il n'y a pas tous les détails. Bon, je vais y revenir. Et ensuite, dernière chose, des designs en fait pour des transformations. Transformations qui vont être utiles à imaginer parce qu'il faut qu'elles soient réalistes. Donc on doit les concevoir. Donc multiplier les vues. Alors pour multiplier les vues, souvent on travaille avec une forme simple
qui, voilà, vous voyez, ça c'est ce que je sors de la 3D. Donc je sors mon rapport de taille aussi au passage, et j'ai des choses avec des angles un peu cassés. Là-dessus, moi je redessine et je rajoute les détails qu'il faut et je complète. Et ça, après, ça peut servir en fait donc pour faire mon clean-up, où on le fait valider et on fait le clean-up. On continue d'avancer. Donc je gagne du temps avec la 3D. Faire des layouts à partir de la 3D. Alors, l'intérêt, par exemple, pour les décors, tout ce qui est les salles de contrôle, les cockpits, là où vont être les personnages, en fait, on va devoir faire des fonds en utilisant la 3D. Donc, l'idéal, c'est de réutiliser le modèle. C'est pas que le design, sinon, c'est l'animateur qui va devoir dessiner ses décors lui-même. Et parfois, nos designs, en fait, sont trop compliqués et les animateurs ont du mal, en fait, à les prendre en main. Donc, je reviens sur mon cockpit que j'avais tout à l'heure. Ce cockpit, alors là en l'occurrence, j'avais fait le design avant et j'ai modélisé le cockpit moi-même après, sur la base de mon design. Ça, c'était un peu compliqué, il vaut mieux faire le contraire. C'est plus rationnel. Donc, on a un animateur un très bon animateur qui a fait des plans dans Nobunaga en reprenant le design et qui a fait mis en place le personnage. Moi, j'utilise donc ce que j'ai modélisé. Donc là, pour l'occasion, j'utilise SketchUp, qui est un logiciel simple à prendre en main, et je modélise mon cockpit. Je place la caméra où bon me semble. Alors l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il permet aussi de couper les objets pour pouvoir voir à travers. Donc on n'est pas arrêté par des murs ou des choses comme ça, on peut placer sa caméra comme on l'entend. Et je choisis l'angle qui correspond le mieux. Alors, je vous donne une petite astuce. Si vous travaillez, vous vous dites, ah, oui, d'accord, il a un dessin dans Photoshop. Allez, admettons dans Photoshop, et il a son logiciel SketchUp. Mais comment il fait pour arriver à caler parfaitement la perspective entre les deux dessins? Soit je multiplie les rendus dans mon logiciel de 3D jusqu'à ce que je trouve la bonne profondeur de champ, c'est vachement compliqué, quoi. Alors, ce que j'ai trouvé, en fait, sur PC, il y a un petit logiciel qui s'appelle Pixthrough, qui vous permet, en fait, de mettre, astuce notée, qui vous permet de mettre, en fait, les fenêtres de Windows en transparence. N'importe quelle fenêtre de Windows, c'est-à-dire, vous avez SketchUp, c'est une fenêtre, vous la mettez à 50% de transparence, et vous la collez au-dessus de votre fenêtre de Photoshop, et là, vous avez votre base en dessous, et vous manipulez votre 3D en transparence. Et donc, vous essayez de recaler en transparence votre truc. Et ça prend pas beaucoup de temps. Et ça vous permet d'avoir un calage quasiment parfait avec très très peu d'écart. Donc, astuce. Merci, et notez bien. Et donc voilà, j'obtiens ma 3D. Et donc, je repars de mon layout. Et ensuite, dans Photoshop, avec ma base 3D, je remets tous les détails, je mets des arrondis parce que la 3D c'est un peu sec, c'est un peu cassé. Je rajoute tout, j'utilise mes graphismes. Vous voyez en haut là, les petites fleurs. Tout ça, c'est des choses qui ont été faites à plat en graphique et que hop, j'ai recalé ensuite en perspective. Et donc j'utilise l'ensemble de ces techniques-là pour refaire un beau layout de siège de pilote pour le plan. Et ensuite, eh ben, faut pas se priver, je redétourne le personnage et je fais ce qu'on appelle un book, puisqu'il y a une grille en fait sur la tête du robot et donc ça se voit en fait dans le plan. Donc voilà. Alors, il y a aussi dessiner les layouts pour les espaces récurrents, les espaces très compliqués, les cockpits, comme je vous disais tout à l'heure, et les ponts de vaisseaux. Alors ça, c'est un design que j'ai fait pour le film Moletsu Pilot's Abyss of Cyberspace. Et le truc, c'est qu'il y a 200 plans qui vont avoir lieu dans cette salle. 200. C'est un cockpit méca, donc il y a plein de bordel partout, des ordinateurs, des câbles et des machins. Et il nous fallait une base en fait de travail pour qu'on puisse simplement en choisissant les caméras, avoir tout de suite quelque chose de juste. Si un animateur avait été obligé de redessiner tous les décors derrière, mais on n'aurait pas pu tenir les délais. Surtout que ce film s'est fait très très vite. Donc l'idée, c'était de faire l'ensemble du cockpit en 3D, de redesigner, alors c'est un travail de psychopathe, de redesigner tous les détails, de remettre tous les détails, mais là j'ai vraiment mis tous les détails,
Et ensuite, bon, on verra un peu plus clair, et ensuite, voilà, je stylise un petit peu les différentes zones. Par exemple, s'il y a une zone, c'est du vert, dans le précédent dessin, on ne pouvait pas le savoir, donc il faut mettre un peu de couleur pour donner un petit peu plus le volume et comprendre le design. Donc ça, c'est un travail qui est fait en amont. Ensuite, il y a une équipe qui va prendre ce design, qui a tous les détails. Bon, j'ai fait d'autres designs complémentaires, c'est-à-dire que j'ai refait chaque bureau indépendamment après. Mais il y a une équipe qui va prendre ce design, qui va prendre mon modèle 3D et qui va remettre au niveau le modèle 3D avec tous les détails. Et à partir de ce modèle, on va pouvoir prendre les fonds de décor pour les personnages qui seront, eux, en animation traditionnelle. Donc on gagne du temps au niveau du dessin du décor et dans un décor hyper compliqué. Donc ça, c'est l'intérêt de la 3D, c'est avec ce mode de fonctionnement, en fait, on peut gagner du temps. Et au final, alors c'est un autre angle de vue, mais au final, j'utilise aussi les mêmes techniques pour... et donc, après, dans Photoshop, je repeins en couleur le cockpit. Alors, ensuite, les transformations. Alors, quand on fait du mecha design, on doit designer des robots qui doivent bouger, des choses comme ça, mais il y a aussi les robots qui doivent se transformer. Et oui. Et chez Satellite, c'est un petit peu le cheval de bataille de Monsieur Caramoli, c'est un peu sa spécialité, et donc on en a souvent. On en avait souvent. Et donc, je vais vous montrer donc Aquarion Logos, hein, le projet où il y a tout en un, c'est merveilleux. Ça se transforme, ça s'assemble. Il y a des personnages qui crient, et puis voilà, et il y a plein de variations possibles, et voilà, un vrai travail de fou. Donc, je vous explique vaguement le procédé. Comme ça se transforme et que les robots... Alors, le concept de Aquarion Logos, pour ceux qui ne connaissent pas, on a des vaisseaux qui volent, qui sont des sortes d'avions, d'astronefs, et ces vaisseaux, ils peuvent être, chacun, ils peuvent être soit le haut d'un robot, soit le bas d'un robot. Hop, hop. Et donc, il faut pouvoir y inclure donc, une tête, un buste, des épaules, des bras, des jambes, des pieds, dans chaque astronef. Là, en l'occurrence, dans Aquarion Logos, il y avait 6 astronefs. Donc il fallait faire ce travail sur 6 vaisseaux différents. Et ensuite, les robots, quand ils se combinent, s'ils sont au-dessus et en dessous, c'est pas la même forme que s'ils sont en dessous et au-dessus. Vous imaginez? Et en plus... c'est pas fini. Dans Aquarion Logos, ils se sont dit hey, pourquoi on ferait pas autre chose que des formes humaines? Parce que donc on s'est tapé des animaux, des insectes, des animaux mythologiques. Enfin, je vous en passe et des meilleurs, juste pour coller au scénario complètement foufou de Aquarion Logos. Et donc voilà, et donc on se retrouve, c'est-à-dire que dans donc je vais continuer parce que donc voilà, je commence par dire, bon, je vais partir de mon astronef, parce que c'est tellement dingue comme truc, par où commencer, quoi. Hein, donc je vais partir de mon astronef pour faire ma forme. Donc je choisis en fait d'utiliser le logiciel Sculptrice, qui est le logiciel de sculpture en digital, pour essayer d'avoir une forme un peu plus, comment dire, naturelle, quelque chose avec des lignes qui se suivent. Je voulais essayer d'éviter le côté joué des autres aquarions, et donc c'était mon choix pour travailler. À partir de cette forme, je la repasse dans un logiciel. Donc là, c'était 3ds Max. À l'époque, je travaillais là-dessus. Et je sépare chaque partie qui vont être les parties, les composantes qui vont devoir bouger pour faire soit les bras, soit les jambes. Et je commence à imaginer comment ça doit se transformer. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, le mecha, on voit bien il est vraiment séparé en deux. Il est totalement symétrique. Et à l'avant, je vais bouger, oui, je peux bouger. Ce qu'on voit ici, ça va être les bras ou les jambes, les mains ou les pieds. La partie au centre, on va avoir le plastron ou le bassin avec la tête qui va être au-dessus. Et après, les ailes, ça va être les épaules du robot, ou alors ce qu'on retrouve souvent sur les mechas au Japon, des espèces de trucs qu'on a sur le bassin comme ça, des jupes. Voilà. Et en plus, moi j'ai une partie inférieure. Qu'est-ce que je vais faire avec cette partie inférieure? Je vous le demande. Alors, elle n'est pas là par hasard. Il fallait déjà avoir une sorte comment dire, faire de la divination pour savoir comment l'utiliser. Ou alors, il faut arriver à adapter son design au fur et à mesure. Mais bon. Donc, à partir de ce design-là, moi, je refais un truc dans Photoshop très rough avec les formes. Ça, voilà, j'ai mon vaisseau. Bon, il est un peu grossier. Tout ça,
on travaille avec une équipe 3D qui va reformuler un petit peu le design, affiner les choses, et on obtient un vaisseau un peu plus longiforme. Et donc cette fois-ci, on a fait tous les détails. Donc là, il est déjà à l'étape finale. Il y a le design est fait, les markings sont faits, la texture est là, et on a déjà les formes. Et ensuite, à partir de ce vaisseau-là, quand il est ouvert, voilà comment il est. Donc, ça c'est on a la partie buste du vaisseau. Alors je vais vous passer la partie pied, on verra sur d'autres robots après. Et donc le buste du vaisseau, voilà comment il est. Ce buste, il va venir se coller avec cet autre vaisseau qui lui devient les jambes. Et les deux assemblés forment le robot principal, qui s'appelle Ko, je crois, dans Aquarion. À partir de là, on commence à travailler les détails, les têtes, les mains, et tout un tas d'autres choses qui vont venir, en fait, qui vont se voir à l'écran. Pourquoi les mains? Parce que souvent, on a des plans où la main est comme ça, face caméra, donc on va avoir besoin d'avoir les détails. Les têtes, c'est pareil, on a souvent des gros plans, donc il faut pas hésiter à les détailler aussi. Donc voilà, ça c'est le travail sur Aquarion. Et après, ben, on le fait pour tous les autres vaisseaux, donc c'est pas fini. Donc il y a 6 vaisseaux à faire, donc on a un vaisseau, ça devient les jambes. Celui-ci, ça devient une sorte de tronc, le buste avec les bras. On assemble les deux et on obtient ce robot-là. Et donc, comme je vous le disais, il y a plein de variations qui ne sont pas que des variations humaines. Donc, animaux. Donc, vous voyez, on retrouve... En fait, l'intérêt des couleurs aussi, des couleurs simples, que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, on retrouve facilement quels sont les vaisseaux. Là, on a le vaisseau rouge qui est avec les pieds. Donc, on revoit bien l'avant en fait, du vaisseau qui est ici, et la tête qui est plutôt au niveau de la ceinture. Le lapin, ses oreilles que vous voyez là, en fait, c'est ma partie que j'avais en dessous tout à l'heure, et je ne savais pas trop quoi en faire. Et ben, c'est devenu les oreilles de lapin. J'avais de la chance qu'elle soit là. Objectivement, il faut le dire. Et à la fin, on peut même avoir très peu de transformations, juste pour faire une sorte de queue de phénix. Alors l'équipe 3D disait c'est une queue de crevette, mais en fait c'est un phénix. Et donc voilà, on peut avoir ce genre de choses. Et donc ils peuvent même s'assembler à 3, et même à la fin ils peuvent s'assembler, donc vous avez vu dans la vidéo, ils peuvent s'assembler à 5. Ouais, c'est complètement fou. Donc voilà, ça c'était le projet Aquarion Logos, donc c'est un projet très technique où il a fallu concevoir en fait les transformations, et c'était pas du petit travail. Un autre projet, qu'est-ce que je vais vous révéler aujourd'hui, le projet Great Qbot, un design que j'ai pu faire pour une société coréenne et qui en fait était faite à destination, alors là vraiment un truc avec du merchandising prévu derrière, il fallait qu'il y ait des jouets et tout, et que ça se transforme, donc c'était une sorte de Transformers-like, hein, avec des voitures coréennes, non des voitures pas coréennes, n'importe quoi moi, des voitures Ssangyong, c'est quoi, c'est indien. Je crois que c'est une marque indienne qui est vendue en... je sais plus. Non, c'est une marque coréenne qui a été rachetée par une grosse société indienne. Et voilà, c'est ça. Bon bref, en tout cas, il y a des voitures qui existent. Et la base, c'était les voitures. Et il fallait faire des robots. Donc, pour faire ça, avec le client, on commence à discuter. Alors, vous voulez quoi, monsieur? Ben, je peux vous proposer ça. Non, j'aime pas trop ça. Je voudrais un truc plus comme Gundam. Ok. Alors, on va commencer à réfléchir. Donc, je commence par faire mon ref. Et là, très vite, en 3D, je prends un modèle de voiture qui ressemble vaguement au modèle que je vais avoir. Je trouve un modèle. Donc là, j'utilise un modèle qui a été fait par quelqu'un d'autre. C'est pas bien. Ne le faites pas. Et je commence à le découper, le ciseler pour essayer de voir où est-ce que je vais placer un petit peu mes parties de voiture. À partir de là, je repasse dans Photoshop et pouf, pouf, je décide mon truc, je termine, je rajoute, j'affine un petit peu. Et j'ai un premier ref. Il aime pas trop, alors on recommence. Et cette fois-ci, je pars du modèle qui existe. Et je me dis, bon, on va essayer de réfléchir déjà à la transformation pour gagner du temps. Et on va partir en silhouette en me disant, voilà, ça va être la colonne vertébrale, ici. On va dire une colonne vertébrale ici. Ça, je vais m'en servir comme des ailes. Et puis ça, je vais... En fait, je rentre chez moi, en marchant, j'y réfléchis. Je dors la nuit. Ma femme est là, elle sera témoin. Et je n'arrête pas d'y penser tout le temps. C'est pendant une semaine, je suis en train de faire un Rubik's Cube dans ma tête, savoir, bon alors, comment je vais faire, ça serait bien que ce soit ça. Bon, bref, on continue. Je passe en 3D.
je modélise une sorte de voiture, vaguement les mêmes proportions, et j'essaye de voir comment je peux transformer. Donc j'arrive à trouver une transformation où tout rentre. Ouh, j'ai réussi. Pas facile. On y arrive, la transformation est un peu originale, et j'ai mes roues aux endroits que je voulais. Enfin, en tout cas, ça fonctionne. Ensuite, je me recrée. J'essaye de voir si, avec mes éléments transformés, je peux obtenir une silhouette de robot un peu cool. Ça a l'air de pouvoir passer. Et donc à partir de là, bah, je me fais plusieurs vues comme ça très simples et je fais le design du robot dans Photoshop. Et donc là, je commence à détailler un petit peu la forme. On fait des modifications et on finit par trouver un design qui est définitif. Et donc après, je rajoute un certain nombre de vues pour expliquer les différentes variations et ainsi de suite. Voilà, ça c'était un projet. Le projet, alors maintenant, bon, voilà, en gros, je vous ai montré un petit peu le panel de ce qu'était le travail du méca design jusqu'aux même transformations de robots, des choses assez compliquées. Donc maintenant, il nous reste à peu près 5 minutes. Je vais vous passer une petite vidéo en fond, juste pour le fun. C'est un dessin que j'ai fait il n'y a pas très longtemps et ça va vous montrer comment je dessine quand j'ai aucune idée, voilà, de zéro. Et pendant ce temps-là, si vous avez des questions, eh ben on va discuter. Donc voilà, donc c'est parti pour les questions. Alors bonjour, du coup j'ai une assez grosse question, c'est comment on devient méca designer? Ah ouais, alors ça, en fait, on ne devient pas méca designer, on est méca designer. Non, c'est des conneries. En fait, il faut avoir du goût pour les mechas. Il faut avoir du goût pour tout ce qui est un peu mécanique et assez rigide, ce genre de forme. Et puis, moi, en l'occurrence, je suis pas très, comment dire, j'ai jamais été très à l'aise pour dessiner des gens en croquis, par exemple, parce que je suis toujours gêné en fait de dessiner les gens en les regardant. Donc, je préfère dessiner des choses. Par timidité, je préférais dessiner autre chose, les bouteilles, les micros, une moto. Et donc, et puis non, je pense très jeune, en fait, j'ai été influencé par des dessins animés japonais, des robots, des choses comme ça. Ça m'a beaucoup marqué. Et pour devenir méca designer, bah oui, il faut dessiner, faut être bon en perspective déjà. Il faut essayer de bien travailler sa perspective parce que ça n'est que de ça. Donc du coup, on peut faire du décor. Hein, ouais, ça, en plus, c'est le bonus. Et puis, il faut avoir de la curiosité et essayer comment dire. Il y a un mélange entre quelque chose d'organique un peu dans le dessin, parce que ça se rapproche du personnage. Quand on fait des robots, c'est des posings de personnages, hein, donc il faut arriver à dessiner un peu des personnages, et en même temps, il faut leur trouver des fonctionnalités un peu mécaniques, trouver des astuces, des gadgets, des choses qui apparaissent. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'on aime bien être méca designer. Après, c'est vraiment par goût, quoi, mais après, il faut trouver du travail aussi. Alors les études, il n'y a pas de formation, ça n'existe pas en France en tout cas. Au Japon non plus, parce que finalement souvent il y a beaucoup de méca designers qui sont des designers industriels à l'origine, donc il vaut mieux faire du design industriel et dessiner des voitures de sport, des choses comme ça. Et puis après, si on veut, on peut dessiner autre chose en fait, on peut faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le cinéma, à Hollywood ou dans le jeu vidéo, qui font du méca design. En animation de série en France, il n'y en a quasiment pas, parce qu'il y a très peu de projets pour adultes. Donc en fait, au Japon, ça existe parce qu'il y a un genre mecha en fait dans l'animation. Et donc il y a Gundam, il y a plein de séries récurrentes comme ça qui viennent tout le temps alimenter en travail tous les gens qui aiment dessiner ce genre de choses. Mais il faut avoir l'occasion de dessiner. Donc c'est juste par plaisir. Et puis ensuite, si on se révèle avoir du talent et que les gens le voient, on finit par avoir du travail à un moment donné, quoi. Bonjour. Bonjour. Tu travailles beaucoup dans ton travail avec des modélisateurs 3D. C'était pour savoir en fait comment tu fais pour leur donner assez à travailler, quelles sont leurs exigences. Est-ce que tu pars juste de deux points de vue ou, voilà. Ah oui, au niveau de ce que je leur fournis comme matériaux. C'est ça. Alors, il y a de tout en fait, ça dépend des gens avec qui on travaille. Au début en fait je faisais pas du tout de 3D, je faisais vraiment que les designs. Donc du coup je produisais le maximum de vues avec des vues aussi de profil, de face, de haut et tout. Et je les dessinais, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas issues de la 3D.
Et ça, c'était assez fastidieux, mais ça permettait de garantir que les proportions qui allaient être en 3D respectaient mon idée du design en fait. Parce que quand on travaille un personnage en 3/4 face et 3/4 dos, souvent on fait des raccourcis, des astuces graphiques qui, une fois qu'on se pose la question, tiens, en volume ça donne quoi? Ah bah non, ça donne rien parce que ton truc il est là et c'est pas bon en fait. Et donc le modeleur, lui, il dit comment je vais faire. Donc il a une part aussi de création quand il prend en main le design. Et donc il faut travailler avec des gens qui sont capables d'interpréter. C'est des sculpteurs en fait, qui sont capables d'interpréter ce qui n'existe qu'en 2D en 3D. Donc au début c'était souvent le problème des proportions, il fallait remettre à plat, et puis au passage les modeleurs ils ont aussi envie de se faire plaisir, donc ils veulent mettre un peu leurs pattes, et souvent il y avait un petit peu de frottement à ce moment-là quand on devait valider le design. Ça a été à un tel point que j'en ai eu un peu marre de me batailler avec les équipes au moment de la validation, notamment sur Aquarion Logos en fait. Ça a été tellement loin que, mais je pouvais pas ne pas passer par eux parce que ils faisaient tout le travail finalement de transformation au final. Et donc au bout d'un moment j'ai dit bon bah maintenant je vais faire mes modèles 3D et je vais leur donner une base en fait de travail qui sera quand même assez défini. Et à partir de là, en fait, on gagne du temps et ça permet d'être plus clair sur nos intentions et les designs sont plus justes aussi. Donc, ouais, je travaille plus en 3D maintenant pour plus de facilité dans l'utilisation après la manière de travailler en équipe. Ça aide aussi, quoi. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est une question très rapide, très simple. C'est au tout début, vous parliez de quand vous proposiez un design, bon, on peut le refuser parce que ça ressemble trop à Gundam ou à Eva, tout. Et de l'opposé, c'était entre guillemets, vous êtes allé trop loin dans le design. Est-ce que vous, ou peut-être éventuellement un collègue, est-ce que vous aviez un petit exemple pour savoir qu'est-ce que tout ce qu'on propose dans le méca, on peut quand même proposer pas mal de choses diverses. Trop, qu'est-ce que ça représente quoi en fait? Alors, en fait, ce cas de figure, il arrive quand on n'a aucune ou très peu d'indications pour commencer à travailler. C'est-à-dire que les réalisateurs nous disent, bon, on a ça, et on aimerait que vous développiez cet univers. Enfin, tu vois, ils n'ont pas trop d'idées. Donc, et le souci, c'est que des fois, nous, on peut aller assez loin. C'est-à-dire que c'est pas juste un design, c'est aussi comment il fonctionne et comment l'utiliser. Et par exemple, dans des univers fantastiques, là j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps où je voulais faire une moto. Et ma moto, en fait, je voulais la mettre une roue. J'ai dit, je veux une moto à une roue parce que... Et je veux pas une moto à une roue où le personnage est sur la roue. Je veux une moto à une roue où le personnage, il est comme s'il était sur une moto normale, mais il n'y a pas la roue derrière, en fait. Il y a juste la roue devant, quoi. Et je rééquilibre mon moteur à l'avant, je me débrouille, mais en tout cas, ça fait une sorte de forme comme ça, où le mec, il est comme ça, et il y a la roue qui est devant, et je trouvais ça super cool au niveau de la forme. Et je me suis... j'ai essayé, quoi. Et le réalisateur m'a dit, non, je suis désolé, ça casse un peu le côté réaliste de l'univers, c'est un peu trop... Ça va un peu loin, quoi. J'aimerais que vous reveniez un peu en arrière sur ce concept, quoi. Et donc, on est repassé à quelque chose de plus simple. Alors, j'ai pas fini, hein, je vais peut-être encore pouvoir pousser, mais je sens que ça coince quand même. Donc voilà. Donc, c'est des cas comme ça. C'est des cas comme ça. Et des fois, c'est plus violent. Ça peut être des trucs où je décide, par exemple, comment expliquer? Ça peut être le robot, par exemple, il a pas de... Il y a une partie qui vole, qui est magnétique, enfin, tu vois, et ça, non, ça me gêne, le truc magnétique, je sais pas trop comment on va s'en servir, parce qu'ils n'ont pas d'idée de comment après le mettre en scène aussi. C'est ça le souci. Donc, quand c'est trop compliqué et que ça va demander une explication dans le scénario, non, on va essayer de faire autrement, parce qu'on a notre idée de scénario, et là, il faut rajouter un truc pour expliquer le design. Le design, il n'est pas là pour rajouter du travail, il est là pour se conformer finalement à ce qui a déjà été élaboré. Donc, des fois, on a des petits problèmes à cause de ça. Mais ils apprécient le fait qu'on ait des idées débordantes, alors donc après, il faut qu'ils nous canalisent en tant que designer. Voilà. Donc, un grand merci, je pense, à Monsieur Stanislas Brunet pour son intervention.
Merci d'être venu, et puis voilà, j'espère que ça vous a intéressé.